Bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans l'émission. Je suis aujourd'hui accompagné de Sayed Mohammad Marandi, professeur, excellent analyste et également conseiller de l'équipe iranienne de négociations nucléaires. C'est un plaisir de vous revoir et bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci Glenn. C'est toujours un plaisir et toujours un honneur. Il y a donc eu des rapports, apparemment crédibles, selon lesquels Israël envisagerait d'attaquer l'Iran, soi-disant ou selon certaines sources, si les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran échouent. L'idée serait de détruire toutes les installations nucléaires en Iran. En même temps, nous voyons les États-Unis continuer à menacer de bombarder l'Iran également. Donc j'imagine que toute frappe israélienne serait évidemment soutenue par les États-Unis. Mais cela dépasse vraiment l'entendement. Ce serait une guerre totale. Je voulais vous interroger sur les conséquences. Avant même d'aborder la réponse iranienne, quel genre de mort et de destruction une telle attaque provoquerait-elle réellement? Je veux dire, combien d'installations nucléaires y a-t-il? Quelles seraient les retombées possibles d'un tel acte? Le programme nucléaire iranien est réparti dans différentes régions du pays. Une partie concerne l'extraction minière et la fabrication de composants pour l'industrie, qui sont évidemment disséminés à travers le territoire. D'autres aspects concernent le cycle du combustible. Ensuite, bien sûr, il y a le réacteur nucléaire qui produit de l'électricité à Bushehr, ainsi que le réacteur expérimental de Téhéran, qui produit des isotopes médicaux pour les patients atteints de cancer et des biens pour l'industrie iranienne. Il s'agit donc d'un programme très vaste, comportant de nombreux éléments différents. Évidemment, si le régime israélien ou les Américains menaient une frappe aérienne, il y aurait un risque important de contamination sous une forme ou une autre. Et bien sûr, cela entraînerait un changement radical dans les politiques iraniennes. Je dois toutefois ajouter que les installations nucléaires iraniennes sont très bien protégées. Les éléments les plus sensibles sont profondément enfouis sous terre. Et je ne pense pas que les Israéliens seraient capables de toucher l'un des composants clés de l'industrie. Les Américains, bien sûr, s'ils devaient. La raison en est que les Israéliens devraient frapper depuis l'espace aérien irakien. La dernière fois, ils ne se sont jamais approchés à moins de 100 km de la frontière iranienne. Par conséquent, puisqu'ils utiliseraient des missiles, les ogives sont petites lorsqu'on tire des missiles depuis un avion de chasse. Mais si les Américains devaient frapper, ils devraient probablement survoler l'Iran, probablement depuis Diego Garcia, en utilisant des B-52 ou des B-2. Ils devraient passer directement au-dessus, survolant le centre de l'Iran. Cela les exposerait à un risque énorme, car l'Iran dispose d'une capacité de défense aérienne très solide. Au cours des 6 derniers mois, ils ont considérablement renforcé leur capacité de défense, à la fois avec des systèmes produits localement ou en Iran, ainsi qu'avec d'autres systèmes. Mais comment prédiriez-vous la réaction de l'Iran dans une telle situation? Encore une fois, je n'arrive pas à imaginer une réponse mesurée. Ce serait alors une guerre totale, n'est-ce pas? Ou bien s'attaquerait-il uniquement à des cibles israéliennes ou américaines, aux voies maritimes, aux champs pétrolifères? Encore une fois, vous n'avez aucun plan sous les yeux. D'ailleurs, vous êtes au Venezuela, comme nous en avons parlé plus tôt. Mais à quoi vous attendez comme réaction des citoyens par d'Iran dans un tel scénario? Eh bien, l'Iran a déjà averti qu'il modifierait sa posture nucléaire. Le docteur Larijani, qui est un proche conseiller du guide, ainsi que le docteur Karazi, également proche conseiller du guide, ont tous deux indiqué que la posture nucléaire de l'Iran allait changer. Et le docteur Larijani a précisé que si les installations nucléaires iraniennes étaient attaquées,
l'Iran développerait une arme nucléaire. Je suppose que l'Iran quittera également le TNP afin de protéger ses installations. Je suis donc certain que les Iraniens se préparent à un tel scénario. De plus, s'il y a une frappe israélienne, elle devrait nécessairement bénéficier du soutien des États-Unis. Les Israéliens n'ont pas la capacité de mener une attaque contre l'Iran sans les États-Unis. En fait, même leur bombardement de Gaza, la destruction et le génocide à Gaza, se fait avec l'aide des États-Unis et de l'Occident. S'ils n'avaient pas cette assistance, cela cesserait immédiatement, car ils n'ont tout simplement pas les moyens de larguer constamment des bombes, etc. Les Américains devraient donc utiliser leur système radar en Turquie et dans le Golfe Persique, comme ils l'ont fait la dernière fois. Ils utiliseraient leur capacité de ravitaillement en vol, comme ils l'ont fait la dernière fois. La réponse iranienne serait, je pense, dévastatrice. Je pense que cela irait bien au-delà de ce que nous avons vu la dernière fois, lorsque l'Iran a tiré près de 200 missiles sur des installations militaires israéliennes. Ce serait quelque chose de complètement différent et de très dévastateur. Et si les Américains attaquaient l'Iran, je pense qu'il ne fait aucun doute que les Iraniens riposteraient violemment contre les intérêts américains dans toute la région. Pas seulement les installations militaires, mais tout ce qui serait considéré comme un intérêt américain serait très vulnérable. En fin de compte, dans certaines circonstances, si ce conflit s'étend, cela pourrait signifier la fin des dictatures familiales, dans la région du Golfe Persique. Tout dépend de la façon dont les choses évoluent et de l'ampleur du conflit. Mais la réponse de l'Iran sera certainement décisive. Et je dois également souligner que non seulement l'Iran a renforcé très rapidement ses défenses aériennes au cours des derniers mois, mais il a aussi modernisé ses missiles et ses drones, et augmenté le nombre de ses bases souterraines de missiles et de drones, qui inclut également des bases navales souterraines. Ainsi, les Iraniens sont préparés dans le Golfe Persique, dans l'océan Indien, mer, terre, air pour la guerre. Et cela, dans certaines circonstances, si le conflit s'étend, pourrait entraîner l'effondrement de l'économie mondiale. Cela provoquerait une dépression économique mondiale qui serait, à mon avis, bien pire que celle de 1929. Eh bien, c'est la grande question ici. Les Israéliens sont-ils assez fous? Je veux dire, cela n'enflammerait pas seulement l'Iran. Cela mettrait toute la région à feu et à sang. Et aussi les États-Unis. Penses-tu qu'ils comprennent vraiment ce que cela impliquerait? Parce qu'il semble y avoir une certaine, je ne dirais pas retenue, mais du moins, avec Trump, cela semble toujours être sa méthode de négociation. Faire beaucoup de bruit et augmenter la pression au maximum pour voir ce qu'il peut obtenir de l'autre camp. Mais penses-tu qu'il serait assez fou pour aller jusque-là? Et si les Américains ne sont pas assez fous, est-ce que les Israéliens le feraient quand même sans leur soutien, en espérant qu'une riposte iranienne entraînerait les Américains? Ou comment analyses-tu cela? Quand je réfléchis aux choses aujourd'hui, je pense très différemment d'il y a 4 ou 5 ans. Après ce que nous avons vu en Ukraine et la destruction de Nord Stream, j'ai constaté à quel point les Européens sont restés silencieux face au fait que les États-Unis ont détruit ou ruiné leurs économies, et que les élites européennes étaient plus loyales envers les États-Unis qu'envers leur propre pays. Et puis j'ai vu, et je vois, comment sont les élites américaines, ce que j'avais déjà perçu auparavant, mais qui est maintenant plus clair pour moi. Elles sont plus loyales envers le régime israélien qu'envers les États-Unis. Après tout, le génocide que nous voyons à Gaza est sans précédent dans l'histoire mondiale. Quelque chose qui se déroule sous les yeux de la communauté internationale, sous nos yeux à tous, jour et nuit, et qui ne disparaît jamais.
Et les médias occidentaux essaient toujours de le justifier. C'est quelque chose de nouveau pour l'humanité. Mais malgré tout, les États-Unis le soutiennent, même si cela a détruit l'image des États-Unis et de l'Occident. Mais ils continuent de le soutenir. Israël est évidemment un fardeau pour l'Occident. Son existence pèse sur l'Occident. Mais ils continuent de le soutenir, de le financer et de lui fournir les armes nécessaires pour mener à bien cet holocauste. Nous assistons à une véritable folie en ce moment même. Et aussi, quand on regarde les politiques insensées, la guerre commerciale, la façon dont les États-Unis s'en prennent même à l'UML, au Canada, au Groenland ou aux Chinois, tout est possible. Mais une chose est certaine, les Iraniens se sont préparés et ils ne se laisseront pas intimider. Et ils ne mettront pas fin à l'enrichissement nucléaire. Ils ne vont pas abandonner leur souveraineté. C'est justement pour cela qu'a eu lieu la révolution en Iran à l'origine. Il s'agissait de dignité, de souveraineté, d'indépendance. Les décisions sont prises à Téhéran plutôt qu'à Washington. L'Iran est probablement Glenn, le pays le plus tu es allé en Iran, le pays le plus farouchement indépendant auquel je puisse penser dans le monde. Et c'est quelque chose, je pense, que tu sais, à Washington, ces gens qui vivent dans leur bulle, cette bulle d'exceptionnalisme américain, ne semblent pas reconnaître. Donc ils jouent probablement à un jeu de hasard, ou peut-être savent-ils ce qui va se passer, mais leur loyauté reste malgré tout du côté des néoconservateurs et du lobby sioniste. Je ne sais pas, mais tout est possible. Eh bien, toute la menace d'attaquer l'Iran. Et encore une fois, il se peut que ces rapports qui montrent à quel point la situation est grave aient justement pour but d'intimider l'Iran. Mais encore une fois, l'idée générale est que cela arrivera à moins que les négociations nucléaires n'aboutissent. Mais ce que l'on entend maintenant de la part des États-Unis, c'est que les exigences évoluent un peu. Parfois, elles diffèrent selon les interlocuteurs, puis elles changent. Et maintenant, il semble qu'on soit arrivé à une position très absolue. Que pensez-vous des exigences américaines à ce stade? Y a-t-il quelque chose que l'Iran serait prêt à discuter, ou bien est-ce que cela a tout simplement dépassé tout ce qui est réaliste? J'ai effectivement tweeté à propos du 5e cycle de négociations et du fait que les Iraniens n'étaient pas très intéressés à y participer. Ils n'étaient pas sûrs d'y aller. Ensuite, les Américains ont envoyé un message par l'intermédiaire des Omanais, laissant entendre qu'ils allaient se comporter différemment à la table des négociations que dans la sphère publique. Mais les Iraniens sont arrivés un peu en retard aux négociations. Je pense que c'était pour marquer le coup. Je crois que c'était un signal adressé aux États-Unis pour dire qu'ils n'allaient pas transiger sur la souveraineté. Les Iraniens sont prêts à créer un mécanisme permettant d'établir la confiance. C'est possible. L'Agence internationale de l'énergie atomique l'a déjà fait ou a déjà été utilisée comme outil ou moyen pour cela par le passé. Mais l'Iran n'abandonnera pas sa souveraineté. Une chose, Glenn, que je trouve vraiment extraordinaire, c'est la façon dont les États-Unis ont rendu l'Iran populaire ici au Venezuela. Alors que je suis ici pour l'élection, on voit des gens de différentes parties du monde et on constate à quel point l'Iran est devenu populaire. Les 40 années ou plus de récits anti-iraniens venus de l'Occident et de ces dictatures arabes du Golfe Persique, qu'ils soient sectaires, raciaux, religieux, selon la provenance du discours, de l'Occident ou de la région. Tous ces récits se sont effondrés, et les gens voient désormais l'Iran comme l'espoir de l'Asie de l'Ouest et l'espoir du peuple palestinien. Et maintenant, ils voient clair. Ils voient à travers la propagande sur la Syrie. Ils voient à travers toute la propagande que nous entendons depuis des décennies sur l'Iran.
Et cela, je pense, montre que l'Empire occidental américain perd son emprise, tout comme ses régimes clients dans la région, en Asie de l'Ouest. Cela, à mon avis, s'inscrit dans un schéma plus large. Et je pense que militairement, s'il y a une confrontation, même si ce serait catastrophique pour le monde, je pense que les États-Unis et l'Empire ne s'en sortiront pas mieux s'il y a une confrontation avec l'Iran. Eh bien, le problème maintenant, tel que je le vois, c'est qu'Israël s'est vraiment trop engagé à Gaza, au Liban, en Syrie, et aussi en s'attaquant au Yémen. Et ils sont dans une... Eh bien, ils savent pas comment se retirer de cette situation. Et puis, il y a aussi les États-Unis, qui sont également dans une position très affaiblie. Et ils le disent plus ouvertement maintenant, qu'ils ont été bloqués ou contenus, équilibrés, peut-être est-ce un meilleur terme, par d'autres puissances, de grandes puissances. Ils ont un énorme problème économique. Ils connaissent une sorte d'effondrement de la légitimité politique sur le plan intérieur, ainsi que des problèmes avec leurs alliés et leurs adversaires. Donc oui, même le seul problème de la dette, à mon avis, suffit à provoquer beaucoup de tensions là-bas. Ainsi, avec le déclin relatif de l'Empire américain, cela alimente également beaucoup d'insécurité là-bas. Maintenant, lorsque les États-Unis et Israël se sentent tous deux très vulnérables, ils peuvent commettre beaucoup de folies. D'un côté, cette rhétorique musclée sur une attaque contre l'Iran pourrait être destinée avant tout à un public intérieur. Mais cela pourrait aussi être une véritable décision prise par désespoir pour retrouver leur ancienne gloire. S'ils agissent ainsi, à votre avis, qui participerait à cette opération? Car comme vous l'avez dit, frapper l'Iran, compte tenu de sa géographie, n'est pas si simple. Comment cette géographie entrerait-elle en jeu? Sur qui les États-Unis et Israël pourraient-ils compter dans la région pour les aider? En d'autres termes, qui deviendrait complice et possiblement, voire très probablement, cible de représailles iraniennes? Il y a des pays qui prétendent s'opposer à Israël, mais qui en réalité coopèrent avec Israël, comme Erdogan. Ils ont travaillé ensemble pour détruire la Syrie. Par le passé, le radar turc a été utilisé pour aider les Américains et les Israéliens lorsque l'Iran a tiré des drones et des missiles. Et les Américains ont également utilisé leurs installations en Turquie pour aider les Israéliens à mener leurs frappes, pas vraiment réussies, contre l'Iran. Il en va de même pour leurs installations radar et autres installations dans le Golfe Persique. Les Américains les utiliseront certainement, mais je ne pense pas qu'ils oseront lancer des frappes aériennes depuis l'un de ces pays. Car si, par exemple, le Qatar, si la base américaine au Qatar était utilisée pour mener une frappe contre l'Iran, ce serait, je pense, la fin du Qatar. Donc, je pense que la seule possibilité pour les États-Unis serait d'utiliser Diego Garcia. Et cela serait très risqué, car il faudrait utiliser des bombardiers américains à long rayon d'action. Ils devraient parcourir 5000 kilomètres, rien que pour atteindre des cibles à l'intérieur de l'Iran, ce qui les rendrait très vulnérables. Il est probable que certains d'entre eux seraient abattus. Ensuite, la réponse iranienne serait qu'ils peuvent frapper dans toute la région et sur tous les fronts. Ils peuvent attaquer les bases américaines dans chacun de ces pays de la région du Golfe Persique, car ils seront complices. Le degré de complicité, bien sûr, varie. Le simple fait qu'ils aient des bases américaines les rendrait complices. Mais si ces bases américaines, comme leurs systèmes radars, sont utilisées, c'est un degré de complicité. Si leurs pistes d'atterrissage sont utilisées, c'est un autre niveau de complicité. Il est donc difficile de prévoir comment les choses vont évoluer. Mais une fois qu'une frappe est effectuée, alors, comme vous le savez mieux que moi, tout devient confus.
une catastrophe, un groupe de personnes pourrait être tué, même des conséquences non intentionnelles pourraient survenir, ce qui entraînerait une escalade dramatique de la part de l'Iran. Mais l'Iran réagira très fermement. Je veux dire, les dirigeants et responsables militaires iraniens ont déclaré qu'ils riposteraient très durement et très rapidement, car ils savent que s'ils ne le font pas, cela encouragera les États-Unis ou le régime israélien à mener d'autres frappes. Donc, pour les Israéliens, ce serait impossible sans les Américains. Ils auraient besoin du soutien des pays de la région, qu'ils ont obtenu par le passé, comme je l'ai dit, la Turquie et les États du Golfe Persique. Mais malgré tout, je pense que ce sera très difficile pour les Israéliens, même avec le soutien américain. Je pense que les chances de succès ne seraient pas très élevées, car les défenses aériennes iraniennes sont très solides et sont aujourd'hui plus fortes qu'elles ne l'étaient auparavant. Et les principaux atouts de l'Iran sont profondément enfouis sous terre. Ensuite, la riposte iranienne, selon moi, contre Israël serait écrasante. Les Iraniens attendent déjà une occasion de lancer True Promise 3. Et combiné à cela, je pense que la réponse iranienne sera véritablement massive. Quant aux Américains, comme je l'ai dit, ils devraient venir de Diego Garcia, ce qui les rendrait très vulnérables. Les avions américains pourraient être très vulnérables. En d'autres termes, les Américains n'ont pas de bonnes options, et il serait totalement stupide de lancer une attaque contre l'Iran. Mais Netanyahou a besoin, eh bien, cela fait plus d'1 an et demi que nous en discutons. La poursuite de l'Holocauste, l'extension de la guerre à l'occupation de la Syrie, la destruction et le meurtre de tant d'innocents au Liban, l'intensification du nettoyage ethnique en Cisjordanie, tout cela est orchestré par Netanyahou, et en grande partie pour qu'il puisse rester au pouvoir. Même d'anciens dirigeants israéliens le reconnaissent désormais ouvertement. Et maintenant, comme vous l'avez constaté, on commence à voir des personnes dans les médias grand public occidentaux et des figures publiques occidentales s'exprimer de plus en plus contre Netanyahou, non pas par principe. S'ils avaient eu le moindre principe ou la moindre décence, ils l'auraient fait il y a 20 mois. Mais parce qu'ils voient à quel point Netanyahou est destructeur, non seulement pour le régime israélien, mais aussi pour l'Occident en général. J'ai récemment parlé avec un journaliste israélien, Gideon Levy, et il faisait le même constat. Si tout ce génocide et ces guerres prenaient fin, alors Netanyahou tomberait aussi. Il semble donc qu'il y ait une certaine addiction à la guerre en ce moment, ce qui n'est pas idéal quand on est un petit État doté de l'arme nucléaire qui perçoit toute la région comme des ennemis ou des ennemis potentiels. Pensez-vous qu'il serait possible de faire cela sans l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis? Vous avez mentionné la Turquie tout à l'heure. Pensez-vous que l'Iran pourrait frapper la Turquie simplement à cause du radar ou est-ce trop difficile à dire? Je ne pense pas que l'Iran veuille cibler des pays de la région, même ceux du Golfe Persique, autant que possible. L'Iran souhaite entretenir de bonnes relations. Il a déjà amélioré ses relations avec l'Arabie saoudite. Ce ne serait donc pas sa priorité. Mais la Turquie a déjà aidé Israël et certains de ses régimes du Golfe Persique avec des radars, et l'Iran l'a toléré. Ce qui serait différent cependant, c'est si leur espace aérien était utilisé par des avions américains ou israéliens, ce serait une toute autre affaire. Mais je pense que les pays de la région du Golfe Persique seraient probablement plus vulnérables. Je pense qu'ils seraient une priorité par rapport à tout le reste, selon l'évolution de la situation. Je ne fais que spéculer ici. Je n'ai aucune connaissance des capacités militaires de l'Iran, ou, pardon, des plans militaires de l'Iran. Mais ce que je dirais, c'est qu'en fin de compte,
même si l'on observe ce changement en Occident et dans le discours. Je pense que si Netanyahou est finalement renversé, et je ne considère pas cela comme impossible, ce que tenteront de faire ceux qui changent d'avis, c'est de dire, eh bien, l'Allemagne nazie sans Hitler, c'est acceptable, tout va bien. Mais Netanyahou n'est qu'un individu au sein d'une société qui soutient le génocide. Selon un sondage récent, près de la moitié des Israéliens pensent que toute population vivant sur un territoire conquis devrait être massacrée. Et de façon écrasante, près de 90% estiment que Gaza devrait être complètement nettoyé ethniquement. Gaza should be ethnically cleansed completely. So it's not as if Netanyahu is not representative of Donc, something. ce n'est pas comme si Netanyahou ne représentait pas quelque chose d'extraordinairement maléfique. Even those liberals and Même les libéraux en Israël qui s'opposent à lui soutiennent, selon les sondages, ses politiques également. Ils considèrent simplement qu'Israël doit être différent pour toute une série de raisons. Mais encore une fois, en fin de compte, le facteur décisif sera de savoir si une attaque est menée contre l'Iran ou non. S'il y a une attaque, la riposte iranienne sera très sévère. Et si les Américains sont directement impliqués, alors les cibles américaines seront certainement frappées très durement. Et il ne s'agirait pas seulement de cibles militaires, il s'agirait probablement des intérêts américains en général. very hard, and it would not just be military, it would probably be American interests in general. Earlier on, you said things could get. Plus tôt, vous avez dit que la situation pouvait devenir très chaotique très rapidement. Je pense que c'est une erreur courante, non seulement commise par les États-Unis, mais aussi par d'autres puissances. L'hypothèse selon laquelle on dispose d'un contrôle total sur l'escalade. Autrement dit, en temps de paix, on pense pouvoir augmenter un peu les tensions, essayer d'obtenir quelque chose de l'adversaire, puis les faire redescendre, en partant du principe que son propre pays est capable de contrôler la manière dont on fait monter ou baisser la pression. Mais ce contrôle de l'escalade est souvent surestimé. Comme vous avez également mentionné l'Ukraine tout à l'heure, il existe ce document intéressant, que vous avez probablement lu, sur la manière de surétendre la Russie, publié par la Rand Corporation. How to overextend Russia from Rand Corporation. It's a think tank for the. C'est un groupe de réflexion pour les agences de renseignement. Souvent, ils sont plus ou moins directement impliqués dans la planification de la guerre. En 2019, ils ont publié un rapport sur la manière d'affaiblir les Russes sur le long terme. Et bien sûr, l'Ukraine était un élément clé à ce sujet. Mais dans ce rapport, il y avait des suggestions. Par exemple, dans le Donbass, car à ce moment-là, les Russes n'avaient pas encore envahi, mais il y avait toujours un conflit par procuration de faible intensité. Tout l'argument était que si nous menacions d'élargir l'OTAN, sachant que les Russes ne pourraient pas l'accepter, cela continuerait à les attirer. Si nous envoyons un peu plus d'armes lourdes, nous pouvons saigner les Russes, à la fois en tuant des soldats et en épuisant leurs ressources. Exhausting the resources, but they did recognize if there's a. Mais ils ont reconnu que s'il y avait une guerre totale, cela pourrait poser problème. Des territoires pourraient alors être perdus, des territoires stratégiques pourraient finir entre les mains de la Russie. Ils pourraient en fait se retrouver dans une position favorable. Donc l'idée, c'est, vous savez, d'escalader, mais pas trop. Utilisons simplement les Ukrainiens un moment pour affaiblir la Russie. Mais cette supposition selon laquelle on peut tout contrôler, puis l'invasion arrive et, oui, on perd le contrôle. Et aujourd'hui, bien sûr, tout le monde a complètement perdu le contrôle. Nous jouons en fait avec la guerre nucléaire depuis 3 ans. Il semble donc très probable que quelque chose de similaire puisse se produire avec l'Iran. L'idée, c'est que nous frapperons un peu. Israël frappera 1 ou 2 fois. Et ensuite, avec la menace que si l'Iran riposte, les États-Unis soutiendront Israël. Mais encore une fois, j'en venais à mon point. Au cours des derniers jours, j'ai vu 2 rapports clés. L'un indique qu'une attaque israélienne contre l'Iran pourrait être imminente, et l'autre concerne les avertissements venant d'Iran, qui font également la une, selon lesquels l'Iran tiendra les États-Unis pour responsables.
Il semble donc que ce soit le principal message adressé aux États-Unis. Y a-t-il un moyen pour qu'Israël attaque l'Iran sans que l'Iran ne riposte contre les Américains? Hitting back at Americans? Well, I have no doubt that the Iranians will hit back at Iran. Eh bien, at Israel. je n'ai aucun doute que les Iraniens riposteront contre Israël de manière très significative. Oui, de façon disproportionnée. Je pense que la réaction de l'Iran envers les États-Unis dépendra de la nature de l'implication américaine, un peu comme ce que nous discutons avec le Qatar, la Turquie, les Émirats, etc. Une chose sur laquelle j'aimerais revenir par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'eurocentrisme et d'exceptionnalisme occidental, et surtout américain, dans tout cela. Cette idée de pousser l'adversaire à se surpasser. Et ils ne semblent pas prendre en compte qu'ils sont peut-être en train de se surexposer eux-mêmes avec ces politiques, plus qu'ils ne poussent leurs adversaires potentiels à le faire. Et ils semblent penser qu'ils disposent d'un réservoir infini d'énergie et de ressources, et que leurs adversaires seront contraints de se soumettre. Cela s'inscrit dans le récit. Depuis des décennies, l'Iran est toujours présenté comme étant au bord de l'effondrement. C'est un régime maléfique, impopulaire, sur le point d'imploser. Ironiquement, en même temps, il est considéré comme une menace croissante. Comment peut-il être les deux à la fois? Dieu seul le sait. Mais nous avons vu la même chose avec la Russie. Vous vous souvenez comment les Russes étaient censés cannibaliser des machines à laver pour en extraire les puces destinées à leurs drones et missiles. Aujourd'hui, on voit des centaines de drones et de missiles utilisés pour des frappes régulières contre l'Ukraine. Leurs récits n'ont aucun sens. Ils sont essentiellement conçus pour renforcer leur propre argumentation, mais celle-ci est profondément viciée. Les États-Unis et l'Occident sont surmenés. Avec la Chine désormais, avec la Russie, avec l'Iran, avec l'Asie et avec une grande partie du reste du monde. Nous voyons maintenant Trump menacer à nouveau l'Europe, l'UE encore, avec une guerre commerciale. Donc je pense que la partie qui a largement dépassé ses moyens, c'est l'Empire américain. Et je pense qu'il sous-estime, de manière très dangereuse, à la fois les capacités de l'Iran et la détermination de ce dernier à répondre à toute attaque. L'Iran n'abandonnera pas ses alliés dans la région. Elle continuera de soutenir la résistance à Gaza, et elle le fait en ce moment même. Elle continuera de soutenir la résistance au Yémen, au Liban et ailleurs. Elle continuera de développer ses capacités militaires, ses capacités conventionnelles, et elle n'abandonnera pas son programme nucléaire pacifique. Et comme je l'ai dit, les Américains poussent l'Iran dans une autre direction. Finalement, comme l'ont déclaré des responsables iraniens de haut rang, si on pousse trop loin, alors la posture nucléaire de l'Iran changera aussi. Donc, ironiquement, c'est l'Occident qui essaye de pousser l'Iran à développer une arme nucléaire. Ce n'est pas l'intention de l'Iran. Cette erreur de calcul, je pense que c'est le produit de l'ordre unipolaire. L'hypothèse, comme vous l'avez dit, de disposer de ressources illimitées et de surestimer la faiblesse des adversaires. C'est une caractéristique courante aujourd'hui, vous voyez. Avec les Chinois, on peut aussi l'observer. L'idée était que si l'on coupait simplement leur approvisionnement en semi-conducteurs, c'était la principale recommandation politique, alors toute l'économie chinoise s'effondrerait. Son développement technologique s'écroulerait parce que, soi-disant, les Chinois ne savent pas innover. Ils savent seulement copier. Voici l'idée principale. Tout le monde doit adhérer au postulat, au récit. Si j'essaie de commenter, non, c'est pas le cas avec les Chinois, alors on me dit, ah, donc tu prends le parti des Chinois. Donc tout le monde doit plus ou moins se plier à cette stupidité selon laquelle l'Amérique est avancée et la Chine est encore en retard.
C'est la même chose, bien sûr, avec la Russie. Ils sont censés se battre sur le champ de bataille avec des pelles et des fusils. Oui, en démontant des machines à laver. Et en même temps, il y a ce récit de force écrasante, qu'après avoir fini avec l'Ukraine, ils pourraient avaler l'Europe. After done with Ukraine, they can swallow up Europe. You know, it's a lack of clear narrative. C'est un manque de récit clair. Soit c'est une menace écrasante, soit c'est désespérément arriéré. Et j'imagine que oui, c'est évidemment la même chose pour l'Iran. J'entends souvent cet argument. Quelques bombes tombent, et alors les gens verront une opportunité de se soulever et de renverser le régime, que tout le monde détesterait soi-disant. C'est un peu comme lors de l'invasion de l'Irak, quand on disait aux Américains qu'ils seraient accueillis avec des fleurs. Et puis les renseignements sont mauvais parce que l'analyse est mauvaise. Quand on a une analyse stupide, on finit souvent avec des politiques stupides. Mais je pense que c'est l'une des grandes malédictions, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe de nos jours. Le manque de pensée critique. Elle a complètement disparu. Il n'y a plus que l'idéologie et tout le monde doit se conformer. C'est assez terrifiant. Donc juste ma dernière question courte. À votre avis, quand saurons-nous si une telle guerre aura réellement lieu ou non? Je veux dire, vous avez une meilleure vue d'ensemble avec ce nouveau cycle de négociations avec les États-Unis. Quelle est la probabilité? Eh bien, quand saurons-nous si cela échoue ou s'il est possible de faire des progrès? Je sais que les États-Unis demandent, enfin on ne sait pas très bien ce qu'ils demandent. Encore une fois, Trump voulait une dénucléarisation totale. Comme il l'a dit, Marco Rubio a affirmé, non, ils peuvent l'avoir à des fins civiles. Et puis au début, ils ont dit, non, vous pouvez l'avoir à des fins civiles. Maintenant, ils disent, non, rien du tout, même pas à des fins civiles. Tout doit être supprimé. Le traité de non-prolifération, on le jette par la fenêtre. Nous avons nos propres règles. Mais avec cela, et la limitation de la portée des missiles balistiques, avec l'Iran, qui cesse de soutenir ses alliés, en fait, la capitulation de l'Iran, j'ai le sentiment que cela ne va pas bien se passer. Ou penses-tu qu'ils vont se rencontrer et que cela va durer un certain temps au moins? Je me demande simplement à quoi m'attendre, car les gros titres sont confus en ce moment. C'est impossible à dire, du moins pour moi, Glenn. Pendant que nous parlons, il pourrait y avoir une nouvelle publication de Trump sur Truth Social qui changerait la donne sur n'importe quelle question clé, que ce soit dans le monde ou aux États-Unis, et ce, instantanément. Et ce chaos, ce n'est pas de l'imprévisibilité stratégique ou de l'incertitude, c'est du chaos et des revirements constants. Mais je pense que le problème principal, c'est que les États-Unis ne reconnaissent pas qu'un conflit majeur avec l'Iran ne ressemblerait pas à l'Irak. Ce ne serait pas l'Irak, l'Afghanistan, la Libye et la Syrie réunies. Ce serait bien pire que le Vietnam. Bien pire, car cela pourrait faire s'effondrer toute l'économie mondiale. La plus grande tragédie, selon moi, c'est qu'avec l'effondrement de l'Union soviétique et la stupidité de Saddam Hussein lorsqu'il a envahi le Koweït, et que les Américains sont intervenus et ont une excuse pour venir dans le Golfe Persique et reprendre le Koweït à cause de la stupidité totale de Saddam, cela a créé un moment unipolaire où les États-Unis sont devenus l'hyperpuissance. Et depuis lors, les États-Unis sont restés enfermés dans cette mentalité où ils semblent continuer à penser qu'ils le sont encore, même si le discours évolue. Nous avons vu le secrétaire d'État américain déclarer qu'il s'agit désormais d'un ordre multipolaire. Mais malgré tout, ils croient inconsciemment, pour la plupart, qu'ils restent l'hyperpuissance. Ils surestiment leurs capacités et cherchent constamment à sous-estimer les autres. La Chine est sur le point de s'effondrer. La Russie est sur le point de s'effondrer. L'Iran est sur le point de s'effondrer. Et ainsi de suite. Cela n'arrivera pas. Et je pense que la menace continuera d'exister tant qu'il n'y aura pas un changement radical de mentalité aux États-Unis et que les élites ne prendront pas conscience que le monde a véritablement changé.
Yeah, there was Stephen Walt. He made this. Oui, il y avait Stephen Walt. Il a avancé cet argument en tant que réaliste politique. Après la guerre froide, la plus grande menace pour les États-Unis serait eux-mêmes, car selon ses mots, les États-Unis étaient désormais comme un gorille de 400 kilos, et il n'y avait personne pour les retenir. Et les réalistes politiques, nous ne pensons pas que les États se limitent eux-mêmes. Donc, s'il n'y a aucune contrainte, vous vous étendez dans toutes les directions. Vous épuisez vos ressources, menacez d'autres pays, partez en guerre, élargissez les blocs militaires. The countries go to war, expand military blocks, just and at the end of the day, exhausted. Et à la fin de la journée, épuisés et équilibrés par un système international où les États considèrent les États-Unis comme la principale menace et le principal défi, beaucoup de ces prédictions se sont avérées très justes. Mais la question est de savoir ce qui se passe lorsque les États-Unis sont équilibrés. Parce que c'est la période de l'histoire que nous vivons actuellement. Le réaliste optimiste dirait que, une fois équilibrés, ils chercheraient, au lieu d'étendre et de maximiser leur puissance, à maximiser leur sécurité. Donc, ils feraient la paix avec les pays qui les équilibrent, et ils restaureraient un système multipolaire. Le réaliste plus pessimiste dirait que les États-Unis n'accepteraient pas cette position réduite ou rétrogradée dans le monde, et qu'ils chercheraient à détruire quiconque les équilibre, s'engageant ainsi sur une voie suicidaire. Malheureusement, je vois actuellement plus d'indicateurs allant dans ce sens. Donc j'espère vraiment me tromper. Mais oui, ce ne sont pas de bons jours. Quoi qu'il en soit, professeur Marandi, j'apprécie toujours nos échanges. Alors merci encore d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir invité, Glenn. C'est toujours un plaisir.